La controverse de Sion de Douglas Reed chapitre 43.2. L'État sioniste, 1, suite. Pendant que M. Bevin s'évertuait à désamorcer le conflit, M. Truman annihila les efforts de M. Bevin. Il demanda à ce que 100 000 Juifs soient immédiatement admis en Palestine et organisa le voyage en Palestine de la première commission d'enquête partisane. C'était le seul moyen par lequel une commission pouvait être amenée à rédiger un rapport favorable au plan sioniste. 2 des 4 membres américains étaient des sionistes avoués, le seul membre britannique était un propagandiste sioniste et un gauchiste ennemi de M. Bevin. Cette commission anglo-américaine se rendit en Palestine sous la direction, pour, peut-être, la 10e fois en 30 ans, du Dr Weizmann. Elle recommanda, bien que, prudemment, l'admission de 100 000 réfugiés. Ce terme fut vraisemblablement choisi pour tromper les masses et avait à cette période une signification particulière. Aucun véritable réfugié ne souhaitait se rendre en Palestine. Ainsi, les bases de la prochaine guerre étaient-elles établies, et un président américain soutint publiquement les actions hostiles à l'encontre des Arabes, puisqu'il s'agissait bien de cela. Le congrès sioniste suivant, tenu à Genève en 1946-54. Ici, Reed a confondu les dates et les lieux. La conférence de 1939 se tint à Genève, et la conférence de 1946 se tint à Bâle. Note de l'éditeur, prit joyeusement acte de cette nouvelle promesse, la suggestion de M. Truman et les prudentes recommandations de la commission partisane. Ce fut un congrès sioniste typique, entièrement composé de Juifs de Palestine, qui avaient déjà émigré là-bas, et d'Amérique, qui n'avaient aucune intention de s'y rendre. La masse rassemblée en troupeaux qui devait être déplacée là-bas n'était pas représentée. La description par le Dr Weizmann des décisions prises est lourde de signification. Il déclara à propos du congrès qu'il y régnait une ambiance particulière et qu'on y trouvait une tendance à se concentrer sur les méthodes décrites par différents termes, resistance, défense, activisme. Malgré ces nuances, déclara-t-il, un élément leur était commun à toutes, la conviction que combattre l'autorité britannique en Palestine et partout ailleurs était nécessaire. Les remarques circonspectes du Dr Weizmann doivent être considérées dans le contexte de l'intégralité de son livre et de l'histoire entière du sionisme. Ce qu'il entend est que le Congrès sioniste mondial à Bâle en 1946 décida d'appliquer à nouveau la méthode basée sur le terrorisme et l'assassinat qui s'était révélée efficace en Russie pendant les phases préparatoires de la conspiration à 2 têtes. Le Congrès savait qu'il s'agissait de la méthode, décrite par différents termes, au cours des discussions, puisqu'elle avait déjà été réinitiée via l'assassinat de Lord Moine et à travers de nombreux actes terroristes en Palestine. L'impulsion incitatrice de la décision du Congrès, car il s'agissait bien de cela, vint de la recommendation du président américain, d'après laquelle 100 000 personnes devaient être injectées de force en Palestine. Les sionistes considérèrent cela comme une promesse supplémentaire, engageant l'Amérique à approuver chacun de leurs agissements quels qu'ils soient, ce en quoi ils avaient raison. Le Dr Weizmann savait exactement ce qui était en jeu, et pendant ces dernières années, il recula devant les perspectives qui s'offraient à nouveau à lui, un retour au culte de Moloch, le dieu du sang. Il avait vu tant de sang versé au nom du communisme révolutionnaire et du sionisme révolutionnaire, les 2 causes qui avaient dominé sa maison familiale et sa ville natale, dans le PAL. Au cours de sa jeunesse, il avait exulté pendant les émeutes et les révolutions, et avait considéré les assassinats comme faisant partie intégrante du processus. Arrivé à l'âge adulte, il s'était réjoui de la chute de la Russie, malgré les décennies de bains de sang qui s'étaient ensuivies. Pendant 55 ans, il avait appelé au chaos et lâché les chiens de guerre. Quasiment inconnu des masses absorbées par les 2 guerres, il était devenu l'un des hommes les plus puissants de la planète. Commençant en 1906, où il manipula tout d'abord M. Balfour, il avait progressé graduellement jusqu'à ce que sa parole, prononcée dans les antichambres, devienne loi, jusqu'à ce qu'il puisse commander l'audience des monarques et l'obéissance des présidents et des premiers ministres.
Et là, alors que le plan qu'il avait mis si longtemps à mettre en place était sur le point de se réaliser, il recula devant les perspectives sanguinaires qui s'ouvraient incommensurablement devant lui, du sang, encore, et à la fin, quoi? Le docteur Weizmann se souvint de sa bataille de Séville. Il était contre le fait de s'abaisser devant les forces démoralisantes au sein du mouvement, expression énigmatique qu'il utilise pour parler de ceux que M. Churchill appelait les extrémistes et que les administrateurs basés sur place appelaient les terroristes. Cela veut dire qu'il avait changé alors qu'il se rapprochait de la fin de sa vie, puisque sans terrorisme, le sionisme n'aurait jamais pu se développer et si, en 1946, son État sioniste devait voir le jour, cela ne pouvait être réalisé que par la violence. Ainsi, le docteur Weizmann comprit finalement la futilité de ce demi-siècle, de pression exercée en coulisses, et sans aucun doute perçut l'inévitable fiasco qui suivrait la naissance dans la terreur de l'État sioniste. Psychologiquement, ce fut un moment de grand intérêt dans cette histoire, peut-être qu'avec l'âge, les hommes deviennent plus sages, ils se lassent des mots et des actes violents qui semblaient résoudre tous les problèmes pendant leur jeunesse de conspirateurs, et cette révulsion pourrait avoir submergé Weizmann. Si tel était le cas, il était trop tard pour changer quoi que ce soit. La machine qu'il avait créée devait continuer sur sa lancée, jusqu'à sa propre destruction et celle de tous ceux que se trouveraient sur son chemin. L'avenir qui restait au sionisme était entre les mains des forces démoralisantes au sein du mouvement, et c'est par lui que c'était arrivé. Il fut privé d'un vote de confiance et ne fut pas réélu au poste de président de l'Organisation sioniste mondiale. 40 ans après Herzl, il fut écarté comme il avait écarté Herzl, et pour la même raison fondamentale. Lui et ses khazars de Russie avaient renversé Herzl parce que Herzl voulait accepter l'Ouganda, ce qui signifiait renoncer à la Palestine. Il fut renversé car il avait peur de s'engager à nouveau dans une politique de terreur et d'assassinat, ce qui signifiait aussi renoncer à la Palestine. Cette note de désespoir avait retenti déjà auparavant, dans son allusion au meurtre de leurs moines, les Juifs de Palestine vont extirper les racines comme les branches, ce mal résidant en son sein, ce phénomène absolument non juif. Ces paroles étaient destinées aux oreilles occidentales, et étaient spécieuses, l'assassinat politique n'était pas un phénomène absolument non juif, dans les régions talmudiques de Russie où le docteur Weizmann passa sa jeunesse révolutionnaire et conspiratrice, comme il le savait bien, et une série d'événements similaires entachaient le passé. Effectivement, lorsqu'il s'adressait à une assemblée sioniste, il admettait franchement que l'assassinat politique n'était pas un phénomène absolument non juif, mais l'opposé, qu'était la terreur en Palestine, si ce n'est ce mal ancien, sous une forme nouvelle et horrible. Ce mal ancien, sortant de sa bouteille talmudique pour affronter le docteur Weizmann à Bâle en 1946, explique apparemment le ton prémonitoire qui remplit les dernières pages de son livre de 1949, alors que l'État sioniste avait été établi par la terreur. Le meurtre de moines, dit-il, pressentant le pire, éclaire l'abîme auquel mène le terrorisme. Ainsi, au cours de ces derniers jours, le docteur Weizmann vit-il où son infatigable voyage l'avait mené, vers un abîme. Il vit cet abysse recevoir un premier lot de près d'1 million de victimes. Dès la fin de son mandat, le pouvoir effectif passa entre les mains des terroristes, comme il les appelle, et sa plainte tardive au cri de « machine arrière », toute resta lettre morte. Les activistes, tels qu'ils préféraient se décrire, se retrouvèrent avec le pouvoir de déclencher une troisième guerre quand ils le souhaitaient. Le docteur Weizmann survécut, ce qui lui permit de jouer un rôle clé au cours du prochain épisode de cette saga, mais jamais plus il ne disposa d'un véritable pouvoir au sein du sionisme. À partir de 1946, les terroristes prirent le contrôle. D'abord, ils euvèrent à expulser les Britanniques de Palestine, et ils savaient qu'ils ne pouvaient échouer, étant donné la situation qui avait émergé de la Seconde Guerre mondiale. Si les Britanniques se défendaient ou défendaient les Arabes sémites, on crierait à elles, antisémitisme, jusqu'à ce que les hommes politiques de Washington les rappellent à l'ordre. Alors, une fois que les Britanniques seraient partis, les terroristes s'occuperaient de l'expulsion des Arabes.
La terreur durait depuis plusieurs années, le meurtre de moines n'en constituant que l'un des incidents. En effet, M. Oliver Stanley, l'un des secrétaires harcelés aux colonies, déclara en 1944 à la Chambre des communes que la terreur avait sensiblement retardé l'effort de guerre britannique, ou, en d'autres termes, prolongé la guerre. Cet homme est un témoin fiable, puisqu'à sa mort il fut salué par les sionistes comme étant un ami fidèle. En 1946 et 1947, à l'issue du congrès de Bâle, la terreur s'intensifia, des centaines de soldats britanniques tombèrent dans des embuscades, furent tués pendant leur sommeil, dynamités, et ainsi de suite. On donna délibérément à la terreur l'apparence du « mal ancien » lorsque 2 sergents britanniques furent lentement menés à la mort dans un verger et y furent laissés pendus. Le choix de cette forme lévitique de torture, pendaison à un arbre, la mort, que Dieu maudit, signifie que ces actes furent commis selon la loi judaïque. Le gouvernement britannique, découragé par la violence de la presse américaine et britannique, soumises toutes deux à la même pression, avait peur de protéger ses représentants et ses soldats, et un soldat britannique écrivit au Times, en quoi l'armée bénéficie-t-elle de la sympathie du gouvernement ? Elle ne venge pas ceux qui sont assassinés, elle n'empêche pas non plus qu'il y ait d'autres meurtres. Ne sommes-nous plus une nation suffisamment courageuse pour faire appliquer la loi et l'ordre là où nous en avons la responsabilité ? Tel était le cas. Les grands gouvernements occidentaux avaient succombé, sous une pression irrésistible, à une captivité léthargique, et la Grande-Bretagne comme l'Amérique avaient cessé, du moins pour cette période, d'être des États souverains. Finalement, pour ce qui est du problème de la Palestine, le gouvernement britannique s'en remit à la nouvelle organisation installée à New York et dénommée Nations Unies, qui avait aussi peu le droit de disposer de la Palestine que la Ligue des Nations avant elle. Des délégués d'Haïti, du Libéria, du Honduras et d'autres pays du « monde libre » se pressèrent à Lake Success, un étang désolé dans la banlieue de New York. À cette époque, un sifflement de désapprobation parcourait le monde, et du parent onusien, des organismes tels que le COPSRA, l'UNRWA ou l'UNESCO virent le jour. Ce jour-là, une entité dénommée UNSCOP, Comité spécial des Nations Unies sur la Palestine, rendit à l'ONU son rapport qui préconisait la partition de la Palestine. Le Dr Weizmann, bien qu'exclu par l'organisation sioniste en raison de ses avertissements contre le terrorisme, fut une fois de plus le responsable entendu à Jérusalem par l'UNSCOP, avant de retourner rapidement à New York où, en octobre et novembre 1947, il domina les coulisses en roi du lobby. Une pression irrésistible opéra sans répit. Les délégués que les foules voyaient sur les écrans animés étaient des marionnettes, le grand drame était entièrement joué en coulisses, et au sein de ce « monde réel », selon Chesterton, dont les peuples ne voyaient rien, 2 opérations d'envergure étaient en cours, grâce auxquelles la destinée de la Palestine fut scellée loin des salles de réunion de l'ONU. D'abord, on était en train de faire passer des centaines de milliers de Juifs de Russie et d'Europe de l'Est à travers l'Europe de l'Ouest jusqu'en Palestine, dans un but d'invasion. Ensuite, les sionistes étaient en train d'utiliser l'approche de l'élection présidentielle américaine pour faire monter les enchères entre partis rivaux, concernant l'obtention du soutien sioniste, et ainsi s'assurer que le vote américain, décisif au sein des Nations Unies, irait dans le sens d'une invasion. Dans chacun de ces cas, et comme au cours des 3 décennies précédentes, des hommes émergèrent pour délivrer leur pays des conséquences de ces actions. Le transfert secret de Juifs de l'Est à travers l'Europe de l'Ouest fut révélé par un général britannique, Sir Frederick Morgan, dont la participation au plan du débarquement de Normandie fut louée par le général Eisenhower dans son livre. Lorsque les combats prirent fin, le War Office prêta le général Morgan à l'UNRWA, l'organe issu des Nations Unies qui était supposé aider et réhabiliter les victimes de la guerre. Le général Morgan prit en charge les plus désespérés d'entre elles, les réfugiés, et découvrit que l'UNRWA, qui coûtait très cher aux contribuables américains et britanniques, était utilisée comme paravent pour dissimuler l'exode massif de Juifs depuis l'Est de l'Europe jusqu'en Palestine. Ces individus n'étaient pas des réfugiés. Leur pays de naissance avait été libéré,
par l'armée rouge et ils étaient en mesure d'y vivre, leur qualité de vie étant assurée par les lois spécifiques contre elles, antisémitisme, loi que tous ces pays annexés avaient reçue de leurs maîtres communistes. Il n'avait pas été évacué d'Allemagne, où il n'avait jamais vécu. En fait, il s'agissait, une fois de plus, des Ostudants, des Khazars, transportés par leur maître talmudique vers une nouvelle terre dans un but conspirateur. De cette façon, une nouvelle guerre était en train d'être rallumée sur les cendres de la dernière, et à 2 reprises, janvier et août 1946, le général Morgan déclara publiquement Tchou, une organisation secrète tuerait à réaliser un vaste transfert de Juifs depuis l'Europe, un second exode. Le sénateur Herbert Lehman, sioniste important et directeur général de l'UNRWA, déclara que cet avertissement était antisémite et exigea la démission du général Morgan. Il s'apaisa lorsque le général Morgan récusa toute intention antisémite, mais lorsque le général réitéra son avertissement 8 mois plus tard, il fut rapidement remercié par le nouveau directeur général, M. Fiorello LaGuardia, sympathisant sioniste et ancien maire de New York, plus connu des New-Yorkais sous le nom de « la petite fleur ». M. LaGuardia nomma alors un certain M. Meyer Cohen à la place du général Morgan. Le gouvernement britannique se hâta de sanctionner le général Morgan en mettant à la retraite cet émérite contributeur du débarquement, affirmant, faussement, agir sur la demande de ce dernier. 2 hautes autorités indépendantes confirmèrent les informations du général Morgan, étant donné la condition servile de la presse, ces révélations eurent peu d'écho. Une commission parlementaire britannique d'évaluation rapporta, en novembre 1946, Tchou, un très grand nombre de Juifs, équivalent quasiment à un second exode, migrent actuellement de l'Europe de l'Est vers les zones américaines de l'Allemagne et de l'Autriche, avec pour intention dans la majorité des cas de se rendre finalement en Palestine. Il ressort clairement qu'il s'agit d'un mouvement bien organisé, disposant de fonds importants et d'un soutien politique solide, mais la Commission n'a pas été en mesure d'obtenir des preuves tangibles concernant l'identité des véritables instigateurs. Une commission d'enquête sur la guerre, envoyée en Europe par le Sénat des États-Unis, déclara que la migration massive de Juifs depuis l'Europe de l'Est vers la zone américaine de l'Allemagne fait partie d'un plan minutieusement organisé financé par des groupes spécifiques localisés aux États-Unis. L'image, à nouveau, est celle d'une conspiration soutenue par les gouvernements occidentaux, en particulier le gouvernement américain dans ce cas précis. Organisation, en Amérique disposait de fonds publics américains et britanniques illimités, et mit en œuvre cet exode massif sous couvert d'une aide d'après-guerre. Ses dirigeants furent en mesure d'écarter sommairement les hauts responsables, payés par le public, qui révélèrent ce qui se tramait, et le gouvernement britannique soutint cela. Bien qu'à cette époque, 1946 à 1947, les hommes politiques occidentaux étaient censés avoir réalisé la perfidie de l'État révolutionnaire, puisque c'était le motif de la guerre froide, les 3 gouvernements de Washington, Londres et Moscou travaillèrent en parfaite intelligence sur ce dossier. Exode, venait de Russie et des territoires européens que l'Occident avait abandonnés à la Révolution. Aucun individu ne pouvait quitter l'État soviétique sans une autorisation, très rarement délivrée, mais dans ce cas particulier, le rideau de fer se leva pour libérer un groupe d'individus suffisamment nombreux pour que l'on soit assuré d'une guerre immédiate et un chaos permanent au Proche-Orient. Tout aussi naturellement, 30 ans auparavant, les frontières et les ports de l'Allemagne, un ennemi, de l'Angleterre, un allié, et de l'Amérique, pays neutre, s'était ouvert pour permettre aux révolutionnaires de se rendre en Russie. À ces 2 occasions, au niveau politique le plus élevé, c'est-à-dire au niveau supranational, il n'y eut pas d'alliés, d'ennemis ou d'acteurs neutres, tous les gouvernements s'effacèrent devant le pouvoir suprême. Léopold Emery, l'un des secrétaires aux colonies qui avait précédemment été impliqué dans le sionisme et la déclaration Balfour de 1917, avait déclaré « Nous pensions lorsque nous publiâmes la déclaration Balfour, que si les Juifs pouvaient devenir une majorité en Palestine, ils constitueraient un État juif. » Pendant la période 1946 à 1948, ce projet fut finalement réalisé, de la seule manière possible,
par le transfert massif de Juifs de l'Est vers la Palestine. Il ne manquait plus qu'une chose, obtenir des Nations Unies une loi permettant une pseudo-légalisation de l'invasion imminente. Pour permettre cela, la capitulation du président américain était nécessaire, et la manière d'y arriver était de menacer les conseillers de son parti d'une défaite au cours des prochaines élections présidentielles, qui devaient avoir lieu un an plus tard. En vérité, dans les brumes évanescantes de la Seconde Guerre, une troisième guerre était en train d'être préparée par ce mouvement clandestin de population, et en Amérique, après l'exclusion du général Morgan en Europe, les deux hommes dont les mandats les rendaient directement responsables tentèrent de faire avorter cette menace avant qu'il ne soit trop tard. L'un d'entre eux était le général Marshall, dont les interventions sur la question du débarquement en Europe et plus tard sur le débarquement en Chine se sont révélées, de par leurs résultats, généralement malheureuses. Sur la question de la Palestine, il se montra prudent. En 1947, il était secrétaire d'État, et était par conséquent le responsable principal de la politique internationale, après le président. Il lutta pour extirper son pays du fiasco palestinien et, comme toujours dans ces cas-là, son exclusion s'ensuivit rapidement. L'autre homme était M. James Forrestal, ministre de la Défense. C'était un banquier brillant, intégré au sein du gouvernement pendant la guerre en raison de ses talents de manager. Il était fortuné, et seul le souhait de servir son pays put l'avoir amené à accepter ce poste. Il vit venir les conséquences désastreuses de cette implication en Palestine, et mourut en croyant qu'il avait complètement échoué dans sa tentative de l'éviter. De toutes les parties prenantes au cours de ces deux générations, il est le seul à avoir laissé un journal, 55. Après la mort de Forrestal, le 22 mai 1949, la propriété de ces journaux intimes échut à ses exécuteurs testamentaires, et de là, au New York Herald Tribune, qui en acquit les droits pour $100 000, le 28 septembre 1950. Le New York Herald Tribune autorisa Viking Press à publier ces documents, ce qui fut fait en 1951, sous le titre The Forrestal Diary, le journal de Forrestal NDT. Une partie de cet ouvrage de 581 pages, qui fut édité par Walter Millis, éditorialiste au New York Herald Tribune, en collaboration avec l'assistant de Forrestal, Eugene Dafid, fut publié sous forme d'épisodes dans le New York Herald Tribune et dans d'autres journaux. Un extrait fut également publié dans le magazine Life. La propriété du document passa du New York Herald Tribune à l'université de Princeton, où Forrestal étudia. La transaction eut lieu le 29 décembre 1952, grâce au financement provenant de Clarence Dillon et Lawrence Rockefeller. L'acquisition des journaux intimes coïncida avec une donation à l'université de Princeton de la part de l'épouse de Forrestal et de ses deux fils, d'un volume encore plus important de documents personnels, qui, comme ses journaux intimes, concernaient les années au cours desquelles Forrestal avait été ministre de la Marine et ministre de la Défense. L'acquisition de ces documents par Princeton entraîna également des négociations avec le gouvernement des États-Unis, qui avait contrôlé l'édition publiée et avait insisté pour conserver un droit de regard sur les originaux pendant une durée de 25 ans, craignant un accès illimité à ces documents à l'époque actuelle ou dans un futur proche par des personnes non accréditées, où la divulgation de leur contenu pourrait représenter une menace pour la sécurité militaire des États-Unis et pourrait pénaliser sa politique internationale. Au cours des années suivantes, le ministère de la Défense examina et, à l'exception de quelques pages, déclassifia les documents, processus terminé le 28 juin 1973. Le 15 mai 1992, tout ce qui était classifié dans ces documents fut rendu public, à l'exception de 10 pages relatives au dossier nucléaire, que le ministère de la Défense avait, temporairement bloqué, conformément à son accord avec l'université de Princeton. La déclassification relativement récente de ces journaux est l'une des deux raisons d'étudier les journaux en eux-mêmes, soit à la bibliothèque des manuscrits SILIGEMAT de l'université de Princeton, soit via les microfilms, plutôt que de s'en tenir au Forrestal Diary. Selon Millis, l'ébauche de cet ouvrage fut soumise au ministère de la Défense, pour un contrôle de sécurité.
Suite à ce contrôle, quelques passages furent retirés car ils menaçaient directement la sécurité militaire. Une grande partie de l'ouvrage fut condensée, paraphrasée ou dans certains cas totalement retirée, sur le motif que ces informations pourraient gêner la conduite actuelle des relations internationales, et que leur publication ne servirait donc pas l'intérêt national. La seconde raison d'étudier les originaux ou les microfilms vient du fait qu'une partie non négligeable du manuscrit ne fut jamais éditée. Selon Mielis, de vastes omissions et de nombreuses sélections sur la majeure partie de l'ouvrage étaient inévitables, étant donné la longueur du document. 5 types de passages furent retirés, dont les passages uniquement routiniers, éphémères ou répétitifs, qui furent considérés comme réduisant la clarté et le caractère succinct de l'ouvrage, les références à des sujets qui ont depuis largement traité, les références à des sujets qui ne concernaient pas directement Forrestal et qu'il traita de manière superficielle ou fragmentaire dans son journal, et des on-dit concernant certains individus, qui pourraient susciter des problèmes d'éthique voire de diffamation. À titre d'exemple, le 28 avril 1947 au cours d'un déjeuner de cabinet, le secrétaire d'État George Marshall, tout juste rentré d'une conférence de ministres des Affaires étrangères à Moscou, rapporta que le ministre des Affaires étrangères britannique Ernest Bevin n'aidait en rien. Sa volubilité rendait les négociations difficiles. À plusieurs reprises, Marshall avait exposé ses arguments et bouclé son exposé, uniquement pour voir ses objectifs contrariés par la tendance au bavardage de Bevin, page 1601. Les Forrestal Diary ne mentionnent pas ce passage, ainsi que d'autres qui eurent lieu pendant ce déjeuner de cabinet, y compris les propres réflexions de Forrestal sur les doubles rôles joués par l'Union soviétique et les États-Unis. Je rappelai à Marshall la conversation que nous avions eue juste avant qu'il parte, ainsi que mes propres sentiments comme quoi les États-Unis disposaient de tout ce dont le monde avait besoin pour revenir à un état normal, alors que les Russes n'avaient rien. Pas de fonds, pas de biens, pas de nourriture. Les seuls produits qu'il était en mesure d'exporter étaient le chaos et l'anarchie, page 1603. D'une manière similaire, une réunion au sujet de l'énergie atomique qui eut lieu le 8 juillet 1947 fut totalement omise dans les Forrestal Diary, y compris ses propos sur le mécontentement des Britanniques suite à notre incapacité à leur fournir le savoir-faire industriel nécessaire à la production de la bombe et à l'exploitation en général de l'énergie atomique, page 1715. Ce sont de très nombreux passages tels que ceux-ci qui font des journaux écrits par Forrestal une source tellement riche pour les chercheurs intéressés par la politique publique américaine pendant une période charnière de l'histoire du XXe siècle. Note de l'éditeur, qui présente exhaustivement les méthodes grâce auxquelles Sion contrôle et manipule les dirigeants et les gouvernements. M. Truman alla encore plus loin que le président Roosevelt en retirant les affaires étrangères et la sécurité nationale des ministères qui en étaient responsables, et en agissant à l'opposé de leurs recommandations, sous la pression exercée par les conseillers électoraux. L'histoire est exhaustivement relatée dans les journaux intimes de M. Forrestal, les propres mémoires de M. Truman et le livre du Dr Weizmann. La lutte en coulisses pour contrôler le président américain, et par conséquent la République elle-même, dura de l'automne 1947 au printemps 1948, c'est-à-dire, du débat aux Nations Unies sur la partition de la Palestine jusqu'à la proclamation de l'État sioniste après une invasion par la force. Les dates sont importantes. En novembre 1947, les sionistes voulaient le vote sur la partition, et en mai 1948 ils voulaient que leur invasion soit reconnue officiellement. L'élection présidentielle devait avoir lieu en novembre 1948, et l'étape préliminaire majeure, la désignation des candidats, devait avoir lieu en juin et juillet 1948. Les chefs de parti informèrent M. Truman que sa réélection dépendait de la position des sionistes. Le candidat de l'opposition reçut un conseil similaire de ses chefs de parti. Ainsi, la campagne électorale prit l'allure d'une enchère, chaque candidat subissant la pression permanente de ses conseillers afin de surenchérir, en termes de soutien à l'invasion de la Palestine.
Dans de telles circonstances, le candidat élu ne pouvait considérer son élection que comme une récompense pour son soutien à la partition de la Palestine de novembre 1947 et la reconnaissance officielle de mai 1948. Rien ne pouvait illustrer plus clairement les changements majeurs que la migration massive de Juifs de l'Est qui avait suivi la guerre de sécession avait apporté au sein de la vie politique américaine. M. Forrestal laissa un compte-rendu exhaustif des principales manœuvres qui eurent lieu au cours de cette lutte décisive et secrète. La bombe à retardement posée par M. Balfour 30 ans auparavant atteignit l'heure de son déclenchement lorsque le gouvernement britannique annonça en 1947 qu'il se retirerait de Palestine si d'autres puissances y rendaient impossible l'exercice d'une administration impartiale. C'était la réponse à la proposition du président Truman d'autoriser l'entrée immédiate en Palestine de 100 000 réfugiés. Les consciencieux conseillers de M. Truman informèrent immédiatement le gouvernement américain des conséquences qui découleraient d'un retrait britannique. Le général Marshall déclara au cabinet américain qu'un retrait britannique serait suivi d'une lutte sanglante entre les Arabes et les Juifs. 8 août 1947, et son sous-secrétaire d'État, M. Robert Lahavite, souligna le danger de cristalliser parmi les peuples arabes et mahométans des sentiments dirigés contre les États-Unis. 15 août 1947. Cet avertissement reçut une réponse immédiate de la part des dirigeants des partis politiques. Au cours d'un déjeuner de cabinet, M. Robert Hannegan, ministre des Postes et Télécommunications, mais ex-président national du parti du président, le Parti démocrate, pressa le président de faire une déclaration sur la politique menée en Palestine, déclaration où il demanderait l'admission de 150 000 sionistes. Ainsi, le conseil du représentant du parti était-il que le président Truman réponde à l'avertissement britannique en augmentant son enchère pour remporter le soutien des sionistes aux élections, la faisant passer de 100 000 à 150 000 personnes. M. Hannegan déclara que cette nouvelle demande aurait une influence excellente et des conséquences très positives sur le financement du Comité national des démocrates, et, comme preuve de ce qu'il avait promis, il ajouta que la demande initiale, relative à 100 000 immigrants, avait induit l'obtention de sommes très importantes venant de donateurs juifs, qui tiendraient compte, quant à augmenter ou retirer leurs dons, de ce que le président ferait en Palestine. Ainsi, dès le début, le problème fut-il clairement présenté au président, avec d'un côté l'intérêt national, et de l'autre le financement du parti, les votes du parti et le succès du parti. Cela fut discuté pendant les mois qui suivirent, et finalement arbitré sur cette base, sans autre considération. L'avertissement de M. Forrestal était perspicace. Il soutenait que si la politique d'État et la sécurité nationale, qui relevait de son mandat, devait être subordonnée à l'achat de votes, le pays passerait sous le contrôle des sionistes, et auparavant, en 1946, il avait demandé au président si la Palestine ne pouvait pas être retirée des questions politiques. À ce moment-là, M. Truman avait donné son accord de principe, mais il avait exprimé le sentiment selon lequel il n'y a pas grand-chose à gagner d'une telle tentative, les manœuvres politiques sont inévitables, la politique et notre gouvernement étant ce qu'ils sont. En septembre 1947, M. Forrestal, aiguillonné par ses appréhensions, œuvra sans répit pour que la Palestine soit retirée des questions politiques. Sa vision était que les deux partis rivaux devaient inclure une majorité d'individus qui pouvaient être amenés à convenir, eu égard à la primauté de l'intérêt national, que les questions majeures concernant la politique internationale devaient être élevées au-delà des rivalités, afin que la Palestine ne puisse être utilisée comme un argument vendeur pendant la période des élections. Son idée ne rencontra que le dédain chez les représentants de la politique pragmatique. Profondément perturbé par les remarques de M. Hannegan faites le 4 septembre, voire plus haut, M. Forrestal demanda ouvertement au président Truman, lors d'un déjeuner de cabinet le 29 septembre 1947, s'il ne serait pas possible d'exclure la question judéo-palestinienne de la politique. M. Truman déclara que cela valait la peine d'essayer, bien qu'il fût manifestement sceptique. Au cours du déjeuner de cabinet qui suivit, le 6 octobre, le chef de parti réprimanda le directeur de cabinet responsable.
M. Hannegan aborda la question de la Palestine. Il déclara que de nombreuses personnes qui avaient contribué à la campagne des démocrates demandaient fermement des garanties de la part de l'administration concernant un soutien définitif à la position juive en Palestine. M. Forrestal vit venir la capitulation de M. Truman et multiplia ses avertissements. Il rencontra le responsable du Parti démocrate, M. J. Howard McGrath, le 6 novembre 1947, et encore une fois, rien n'en sortit. M. McGrath déclara il y avait 2 ou 3 États-esclaves qui ne pouvaient être remportés sans le soutien d'individus qui étaient fortement intéressés par la question palestinienne. La réplique de M. Forrestal eut peu d'effet. Je lui dis que je préférais perdre ces États au cours d'une élection nationale plutôt que de courir certains risques qui, selon moi, pourraient se présenter en gérant la question palestinienne. Le jour suivant, il reçut à nouveau le soutien du général Marshall, qui déclara au cabinet que le Moyen-Orient était une nouvelle poudrière, et M. Forrestal réitéra alors ma suggestion qu'une tentative sérieuse soit menée afin d'extraire la question palestinienne de la politique partisane américaine. La politique intérieure s'arrêtait à l'océan Atlantique et aucune question ne menaçait autant notre sécurité que celle-ci. 7 novembre 1947. À ce moment-là, le vote sur la partition se rapprochait et M. Forrestal fit un nouvel appel du pied au chef du Parti démocrate, M. McGrath, en lui montrant un document confidentiel sur la Palestine, transmis par les services secrets. M. McGrath écarta tout cela, déclarant que les fonds d'origine juive représentaient une partie substantielle des donations allant au Parti démocrate et que la plupart de ces contributions étaient faites avec pour objectif de la part des donateurs de pouvoir exprimer leur vision et que celle-ci soit sérieusement prise en compte sur des sujets tels que l'actuelle question palestinienne. Il planait au sein de la communauté juive un sentiment comme quoi les États-Unis ne faisaient pas tout ce qu'il fallait pour solliciter les votes, au sein de l'Assemblée générale des Nations unies, en faveur de la partition de la Palestine, et au-dessus de cela, les Juifs attendaient des États-Unis qu'ils fassent tout leur possible pour mettre en œuvre la partition, après le vote de cette décision par les Nations unies, même si pour cela le recours à la force était nécessaire. Cette citation révèle le processus d'accroissement progressif des enchères qui avait lieu en coulisses afin de remporter les financements et les votes sionistes. Au départ, seul le soutien des États-Unis concernant la proposition de partition était attendu. En quelques semaines, cette attente s'était transformée en une requête comme quoi les États-Unis devaient solliciter les votes des autres pays en faveur de la partition et recourir aux troupes américaines afin d'imposer la partition, et de telles notions étaient tout à fait familières aux chefs de parti. Si jamais, au cours des années entre 50 et 60, les soldats américains se retrouvent au Proche-Orient, quiconque parmi ces derniers aura lu les journaux intimes de M. Forrestal saura pourquoi. Ils a atterri là. M. Forrestal devait être animé par le sens du devoir, et non par l'espoir, lorsqu'il implora M. McGrath de bien réfléchir à ce dossier, parce qu'il n'impliquait pas seulement les Arabes du Moyen-Orient, mais aussi parce qu'il pouvait impliquer l'intégralité du monde musulman, avec ses 400 millions de personnes, l'Égypte, l'Afrique du Nord, l'Inde et l'Afghanistan. Alors que M. Forrestal livrait à huis clos cette bataille désespérée dans les bureaux de la Maison-Blanche et des sièges des partis, le Dr Weizmann, à Washington, New York et Lake Success, organisait infatigablement le vote sur la partition. Il rencontrait des difficultés, mais fut sauvé pendant la phase la plus critique, lorsqu'il rencontra un changement sensible et positif, parmi certains de ces juifs aisés, qui s'étaient précédemment opposés au sionisme. Vers la fin de son ouvrage, il mentionne tout d'abord M. Bernard Baruch, déclarant que celui-ci avait auparavant été un juif de l'opposition, l'un de ces juifs riches et puissants qui s'opposaient à l'idée d'un foyer national juif, mais il ne connaissait pas vraiment le sujet. On ne peut que spéculer quant à la composition exacte et la nature de l'Internationale juive, décrite par le docteur Karstein comme ayant vu le jour aux alentours du début de ce siècle.
Il est permis, à la lumière de ce qui s'est passé au cours des 50 dernières années, de la voir comme un conseil d'administration supérieur permanent, disséminé à travers tous les États-nations, ses membres n'étant probablement remplacés qu'à leur mort. Si telle est sa nature, une seconde inférence raisonnable serait que le Dr Weizmann était l'un de ses membres haut placés, peut-être le plus élevé, mais que sans aucun doute il existait un groupe au-dessus de lui. Dans ce cas, je dirais que ces 4 plus hauts membres, aux États-Unis à cette époque-là, devaient être tout d'abord M. Bernard Baruch, puis le sénateur Herbert Lehman, M. Henry Morgenthau Jr. et ensuite, le juge Félix Frankfurter. Si un doute avait subsisté, il aurait auparavant concerné M. Baruch, qui n'avait jamais fait part publiquement de ses liens avec les causes gauchistes ou avec le sionisme. Son grand ami, M. Winston Churchill, rapporta opinion négative, de M. Baruch au sujet du sionisme au Dr Weizmann, qui par conséquent, comme il le déclare dans son livre, prit grand soin de ne pas aborder la question juive, quand il rencontra précédemment M. Baruch en Amérique. Néanmoins, à ce moment décisif M. Baruch changea soudain du tout au tout, Dr Weizmann, et son soutien, ajouté à la pression sioniste qui était exercée sur les hommes politiques américains, fut déterminant. Le Dr Weizmann, qui se pressait auprès des lobbies à l'ex-Success, apprit que la délégation américaine était opposée à la partition de la Palestine. Là-dessus, il s'assura le soutien, particulièrement utile, de M. Baruch, qui jusqu'alors, et pendant plus de 40 ans, avait été considéré comme un opposant au sionisme même par des proches tels que M. Winston Churchill, ainsi que celui de M. Henry Morgenthau, dont le nom est lié au plan de « vengeance aveugle » adopté par M. Roosevelt et M. Churchill à Ottawa en 1944. On peut supposer que M. Baruch ne semblait pas considérer le Dr Weizmann avec la crainte respectueuse qui semblait saisir les dirigeants occidentaux à l'approche du leader sioniste. Par conséquent, son soutien précipité envers le sionisme dénote soit une conversion soudaine, soit la révélation d'un sentiment jusqu'alors dissimulé. Dans tous les cas, son intervention fut décisive, comme nous allons le montrer. Le Dr Weizmann était fortement épaulé par les autres juifs influents au sein du Parti démocrate. Le sénateur Lehman était à la tête de l'UNRWA quand celle-ci fut utilisée pour faire passer les juifs de l'Est à travers l'Europe jusqu'en Palestine, et avait demandé la démission du général Morgan parce que celui-ci avait attiré l'attention publique sur ce mouvement démographique de masse. Son rôle dans ce drame était déjà clair. Le juge Frankfurter était tout aussi occupé. M. Forrestal entendit de la bouche de M. Lloyd Anderson, en charge du Moyen-Orient au sein du département d'État, une pression très importante avait été exercée sur lui ainsi que sur le M. Lahavit dans le but d'obtenir une sollicitation américaine active concernant les votes en faveur de la partition de la Palestine au sein des Nations Unies. Il déclara que Félix Frankfurter et le juge Murphy avaient tous deux envoyé des messages aux délégués philippins le pressant de voter dans leur sens. C'est le même M. Frankfurter qui contacta M. Howes à la conférence de paix à Paris en 1919 pour parler des Juifs en Palestine. Il fut aussi l'instructeur dévoué de M. Algeris à la faculté de droit d'Harvard. Avec un tel soutien, le Dr Weizmann apparut comme un général en siège soutenu par une armée supérieure lorsqu'il s'adressa au commandant de la citadelle assiégée, le président Truman, le 19 novembre 1947, pour lui demander que les États-Unis soutiennent la partition de la Palestine, et aussi que la région du Negev, à laquelle le Dr Weizmann accordait une grande importance, soit incluse dans le territoire sioniste. La discipline de M. Truman fut exemplaire, il me fit la promesse qu'il allait contacter immédiatement la délégation américaine, Dr Weizmann. En déplacement à l'ex-Success, le chef de la délégation américaine, M. Herschel Johnson, alors qu'il était sur le point d'informer le représentant sioniste de la décision des Américains de voter contre l'inclusion du Negev, fut contacté par téléphone et reçu, par l'intermédiaire du président Truman, les ordres du Dr Weizmann.
Grâce à cela, l'affaire fut bouclée, et le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies recommanda, la propagande sioniste dit toujours, décida, que, des États arabes et juifs indépendants, et un statut international spécifique pour la ville de Jérusalem, soient mis en place après la fin du mandat britannique, le 1er août 1948. Le vote fut de 31 voix pour, 13 voix contre et 10 abstentions. La manière dont le vote américain fut obtenu a été exposée. Comme pour certains autres votes, le sous-secrétaire Robert Lahavit déclara au cours du déjeuner de cabinet suivant, le 1er décembre 1947, qu'au cours de sa vie, il n'avait jamais subi une pression égale à celle des 3 derniers jours. Le producteur de pneumatiques et de caoutchouc Firestone Tire and Rubber Company, qui avait une concession au Liberia, rapporta, d'après les déclarations de M. Lahavit, qu'il lui avait été demandé par téléphone de contacter ses représentants au Liberia, pour qu'ils mettent la pression sur le gouvernement libérien afin qu'il vote en faveur de la partition. Le récit de M. Lloyd Anderson relatif à la « forte pression » exercée pour obtenir la « sollicitation » américaine des votes des petits pays a déjà été cité. Ainsi se déroula le « vote » des Nations Unies, à propos du problème international le plus explosif de ce siècle. Au cours du déjeuner de cabinet qui eut lieu juste après ce vote, M. Forrestal revint à l'attaque. J'ai remarqué que de nombreuses personnes raisonnables d'obédience juive nourrissaient de forts doutes quant à la sagesse des pressions sionistes pour obtenir un État juif en Palestine. La décision induisait un grand danger pour la sécurité future de ce pays. Il discuta alors de ce sujet, le 3 décembre 1947, avec M. James F. Burns, qui n'était plus secrétaire d'État depuis le début de l'année. Sa fin de mandat était prévisible, puisque c'était lui qui avait révélé le promesse qu'avait faite le président Roosevelt à Ibn Saoud. M. Burns déclara que les décisions de M. Truman avaient mis le gouvernement britannique dans une situation particulièrement délicate, et ajouta que M. David K. Niles et le juge Samuel Rosenman étaient les principaux responsables de cette situation. Ces deux hommes avaient rejoint la Maison-Blanche et faisaient partie de la garde de palais, dont M. Roosevelt s'entourait. M. Niles, d'origine russo-juive, était le conseiller pour les affaires juives, et le juge Rosenman avait participé à la rédaction de discours présidentiels. Selon M. Burns, ces hommes dirent à M. Truman que Dewey était sur le point de faire une déclaration soutenant la position sioniste en Palestine, et ils insistèrent sur le fait que si le président n'anticipait pas ce mouvement, l'État de New York serait perdu au profit des démocrates. À ce moment-là, M. Burns laissa entrevoir une partie des enchères qui avaient lieu en coulisses. Dans ce compte-rendu, les deux candidats pour le poste le plus élevé aux États-Unis, M. Thomas Dewey était le candidat probable du parti adverse, le Parti républicain, ressemble à des enfants qu'on aurait montés les uns contre les autres dans la perspective d'un sac de friandises. M. Truman, en faisant la volonté des sionistes concernant la partition, n'avait aucunement assuré la victoire des démocrates, puisque l'élection était encore à une année de là, et pendant ce temps, les sionistes allaient exiger toujours plus, et le Parti républicain allait enchérir encore et encore pour décrocher la récompense. Plongé dans le désespoir, M. Forrestal essaya alors de convaincre M. Dewey. Je dis que la question palestinienne était selon moi de la plus grande importance en ce qui concernait la sécurité de la nation, et je demandais, une fois de plus, si les partis ne pouvaient pas se mettre d'accord pour retirer cette question de la campagne électorale. La réponse du gouverneur de l'État de New York, Dewey fut bien proche de celle du président Truman. C'était un sujet délicat à traiter en raison de l'attitude passionnée des Juifs qui avaient pris la Palestine comme symbole émotionnel, car le Parti démocrate ne refusait de tourner le dos aux avantages du vote juif. Là-dessus, M. Dewey continua à essayer de surpasser les enchères des démocrates pour obtenir le vote juif, et à sa grande surprise, il perdit néanmoins l'élection.
La tentative suivante de M. Forrestal fut d'essayer de renforcer la position du département d'État dans son opposition au président, par un mémorandum, 21 janvier 1948, dans lequel il analysait les menaces pour la sécurité intérieure américaine qui découlaient de cette implication. Il est peu probable qu'il existe aucun dossier relatif à nos relations extérieures ayant une telle importance et impliquant d'aussi grands dangers, pour la sécurité des États-Unis que nos relations au sein du Moyen-Orient. Il avertit des risques, d'une blessure permanente infligée à nos relations avec le monde musulman, et, d'une marche vers la guerre. Il dit avoir rencontré quelques modestes encouragements de la part de certains républicains concernant sa proposition de retirer la question palestinienne de la lutte politique qui opposait les partis, mais du côté des démocrates, il avait eu le sentiment qu'une partie substantielle des fonds des démocrates proviennent de sources sionistes enclines à attendre en retour un gage concernant cette partie de notre politique nationale. Ces 9 derniers mots sont explicites et littéralement corrects. Les sionistes demandèrent l'assujettissement de la politique d'État américaine, et en retour offrirent au plus offrant un mandat présidentiel de 4 ans. Il n'a jamais été vérifié s'il était véritablement capable d'offrir ce qu'il proposait, les chefs de parti les crurent, et les candidats des 2 partis revêtirent leur robe de pénitent avant d'être nominés candidats, sachant, ou croyant, qu'ils n'atteindraient même pas la nomination s'ils ne la portaient pas. M. Forrestal pressa le secrétaire d'État, le général Marshall, de faire des remontrances au président, soulignant qu'une grande partie des Juifs pense que le zèle actuel des sionistes peut entraîner des conséquences particulièrement néfastes, non seulement en termes de fractures induites au sein de la société américaine, mais à long terme au niveau de la situation des Juifs à travers le monde. Après avoir lu le mémorandum de M. Forrestal, le sous-secrétaire l'a vite transmis un autre mémorandum qui avait été rédigé au préalable par le service de planification du département d'État. Ce document informait le président que la partition n'était pas réalisable, exactement de la même manière que les gouvernements britanniques avaient été prévenus par les administrateurs basés sur place que le mandat était inapplicable, que les États-Unis n'étaient pas obligés de la soutenir si elle ne pouvait être menée à bien sans avoir recours à la force, qu'il était contraire aux intérêts américains de fournir des armes aux sionistes tout en les refusant aux Arabes, que les États-Unis ne devaient pas prendre sur eux la mise en application par la force de la recommandation de partition et devaient essayer de s'assurer du retrait de la proposition de partition. M. Lavitte ajouta que l'utilisation des Nations Unies par d'autres acteurs comme tribune de propagande complique notre gestion des affaires étrangères, et déclara que le département d'État était particulièrement gêné et handicapé par les activités de Niles au sein de la Maison-Blanche, celui-ci s'adressant directement au président sur les questions relatives à la Palestine. Le jour même, le sous-secrétaire se plaignit d'être à nouveau sous pression, M. Niles lui ayant téléphoné depuis la Maison-Blanche, exprimant le souhait que l'embargo sur la vente d'armes aux sionistes soit levé. À partir de ce moment, M. Forrestal devint manifestement une véritable nuisance pour ceux qui contrôlaient la Maison-Blanche, et son élimination fut décidée. Tout d'abord, il reçut une visite de M. Franklin D. Roosevelt Jr. Malgré la promesse ne pas initiée d'action hostile à l'encontre des Arabes, que son père avait faite sur son lit de mort, son fils, un politicien new-yorkais nourrissant des ambitions présidentielles, était un partisan radical du sionisme. M. Forrestal lui dit de façon ostensible, « Je pense que les méthodes qui furent été utilisées par des individus extérieurs à l'exécutif gouvernemental pour faire peser la coercition et la contrainte sur d'autres nations au sein de l'Assemblée générale des Nations unies frisent le scandale. » Il rapporte, comme s'il en était surpris, que son visiteur n'émit aucune menace. En réponse à cette déclaration, il exposa alors sa proposition de retirer la question de la sphère politique, grâce à un accord entre les 2 parties. M. Roosevelt, en fils de son père, répondit que cela était impossible, que la nation était trop largement impliquée, et qu'en outre, un tel accord scellerait la défaite du Parti démocrate et la victoire des républicains.
M. Forrestal répondit que l'incapacité à s'accorder avec les sionistes pourrait induire la perte des États de New York, de Pennsylvanie et de Californie, les États clés mentionnés précédemment par le directeur de parti McGrath. Je pensais qu'il commençait à être temps que quelqu'un se préoccupe de savoir si nous n'allions pas perdre les États-Unis. Aucun commentaire de la part de M. Roosevelt n'a été enregistré, mais il fut de mauvais présage pour M. Forrestal, puisque le même jour, 3 février 1948, eut lieu l'intervention de M. Bernard Baruch. M. Baruch, qui s'était opposé au sionisme, soutenait désormais si passionnément cette cause qu'il conseilla à M. Forrestal de ne pas participer à cette question. J'étais déjà assimilé, à un degré qui ne servait pas mes propres intérêts, à l'opposition envers la politique des Nations Unies en Palestine. Déclaration de mauvais augure pour M. Forrestal. À cette occasion, les annales comportent pour la première fois une intervention spécifique de M. Baruch sur un dossier important, ainsi que la nature de cette intervention. Son conseil était que M. Forrestal, un membre du cabinet, prenne en compte son propre intérêt, qui était menacé. Jusqu'alors, M. Forrestal, en tant que fonctionnaire de cabinet consciencieux, avait uniquement considéré l'intérêt de son pays. M. Forrestal ne précise pas s'il perçut quoi que ce soit de menaçant dans ce conseil. Son allusion à M. Roosevelt le même jour montre que l'idée de « menace » lui traversa l'esprit. Il céda alors à la peur qui finit par dominer presque tous les hommes qui luttèrent contre la servitude de Sion. 4 jours plus tard, le 7 février 1948, il rédigea une dernière note sur le sujet, note qu'il ne soumit jamais au président mais qui comporte un élément de première importance pour l'histoire. Il déclara que le 6 février, Eisenhower me dit qu'une participation effective des États-Unis aux forces de police en Palestine nécessiterait approximativement une division ainsi que les unités logistiques attenantes. Par conséquent, à cette période, le général Eisenhower, alors chef des armées, était en train d'élaborer des plans relatifs à un engagement potentiel des troupes américaines en Palestine. M. Forrestal mit de côté ce dernier mémorandum. Les entre 12 et 18 février, il fit 2 dernières requêtes auprès du général Marshall afin que celui-ci débatte avec le président et les chefs de parti, et à partir de là, ses efforts cessèrent. Son retrait ne lui rapporta rien, puisqu'au cours des 12 mois qui suivirent, il fut littéralement harcelé jusqu'à la mort. Sa disparition mérite d'être décrite ici, avant que la partition forcée de la Palestine ne soit rapportée. Il s'agit d'un cas classique de persécution par diffamation, menant à la mort. Je me rendis pour la première fois en Amérique en 1949, et fus étonné par la virulence des attaques, dans la presse et à la radio, contre un certain M. James Forrestal, secrétaire à la Défense. Je ne connaissais rien de lui si ce n'était son nom. Le rôle qu'il jouait dans cette affaire, tel que décrit plus haut, était alors totalement inconnu du grand public. Néanmoins, celui-ci lisait ou entendait chaque jour que c'était un déséquilibré, un lâche qui avait laissé sa femme se faire agresser par un malfrat, un individu qui avait échappé au fisc, et toutes sortes d'autres attaques. Par hasard, je rencontrai l'un de ses amis qui me dit qu'il avait été si affaibli par cette persécution que ses proches en étaient très inquiets. Quelques semaines plus tard, il se jeta par la fenêtre d'un étage élevé, laissant dans sa chambre quelques vers recopiés d'une tragédie grecque qui se terminait par ces mots, « Calamité. Calamité. Telle sera la clameur. » Les lois américaines contre la diffamation sont peu contraignantes et varient d'un État à l'autre, et le règlement des litiges est long. Même un procès gagné ne mène pas forcément à des réparations. En pratique, quasiment aucune limite n'est fixée quant à ce qui peut être dit au sujet d'un individu victime de diffamation. Les calomnies sont publiées dans un style propre à stimuler la passion des foules, et lorsque des émissions sont diffusées sur un ton enragé, cela me rappelle la rumeur montant des tribus africaines primitives lors des moments de catalepsie. Parmi les affaires de M. Forrestal, on retrouva un album de coupures de journaux rempli de ses attaques, et lorsque sa fin approcha, il ne pouvait même plus écouter la radio. Le fiel de la calomnie fut répandu sur son dos, et vers la fin, 2 animateurs de radio se joignirent à la mise à mort.
L'un d'eux annonça, le 9 janvier 1949, que le président Truman était prêt à accepter la démission de M. Forrestal dans la semaine qui suivait, suivi de propos diffamatoires concernant des actions détenues par M. Forrestal dans le consortium du textile allemand German Trust. Le 11 janvier, le second animateur annonça à des millions d'auditeurs qu'à l'heure de la diffusion, le président Truman aurait déjà accepté la démission de M. Forrestal. Si le premier journaliste n'avait anticipé cette décision, l'histoire du vol de bijoux fut ajoutée à cela. Quelques semaines plus tôt, le président Truman avait déclaré à la presse qu'il avait demandé à M. Forrestal de ne pas démissionner. Le 1er mars, il convoqua M. Forrestal et demanda sa démission immédiate, sans explication, démission qui prendrait effet le 1er mai. M. Forrestal se suicida le 21 mai. À la cérémonie d'enterrement, M. Truman le qualifia de « victime de guerre ». Entre parenthèses, durant cette période, un autre homme était également harcelé à mort, à laquelle il échappa, plus tard au cours de la même année, uniquement en raison de l'échec de sa tentative de suicide. Sa persécution venait des mêmes diffamateurs, bien que son affront fût lié à un autre sujet, le communisme. M. Whittaker Chambers commit le péché de révéler l'infiltration communiste au sein du gouvernement américain. J'étais en Amérique au moment de son inquisition, qui est décrite dans son livre. Il contient l'exemple frappant, auquel j'ai fait précédemment allusion, des pratiques talmudiques consistant à maudire en regardant méchamment et fixement l'encyclopédie juive. Les talmudistes littéraux verraient probablement dans la tentative de suicide de M. Chambers, et dans les mots qui l'affectèrent ensuite, une illustration de l'efficacité littérale de la loi dans ce domaine. Après la retraite dans le silence de M. Forrestal, suite à l'avertissement de M. Baruch, les hommes en charge du département d'État poursuivirent leur lutte sous la houlette du général Marshall. Pendant ce temps, en Angleterre, M. Bevin continuait son combat solitaire contre l'opposition des conservateurs et contre les membres de son propre parti. À un moment donné, pour la première fois depuis 1917, les responsables de cabinet et les élus des deux pays semblaient avoir gagné la bataille. C'était en mars 1948. La violence en Palestine s'était tellement accrue suite à la recommandation des Nations Unies concernant la partition du pays que le Conseil de sécurité s'alarma et battit en retraite. Même le président Truman était troublé, et ses représentants au sein du Conseil de sécurité annoncèrent un renversement de la politique américaine, proposant que le projet de partition soit suspendu, qu'un cessez-le-feu soit mis en place, et qu'après la fin du mandat, le territoire soit mis sous tutelle des Nations Unies. C'était dans les faits la proposition mentionnée par le mémorandum de janvier émis par le département d'État. Ainsi, au dernier moment, le projet des États juifs semblait-il s'écrouler. Le retour à la raison d'après-guerre commençait, ce processus que M. Lloyd George, 30 ans plus tôt, avait appelé sur un ton d'avertissement le dégel, et si le coup échouait maintenant, seule une troisième guerre mondiale offrirait une nouvelle opportunité. La mise sous tutelle serait le mandat sous une autre forme, mais avec les États-Unis comme pays principalement impliqués, et dans 10 ou 20 ans, l'Amérique, de façon prévisible, découvrirait que la mise sous tutelle est aussi inapplicable, sous la pression sioniste, que les Britanniques l'avaient découvert pour le mandat. C'était maintenant ou jamais, et les sionistes frappèrent d'un coup. Ils mirent les Nations Unies devant le fait accompli, en divisant eux-mêmes la Palestine. L'acte terroriste par lequel cela fut réalisé était le fruit de la politique adoptée par le Congrès sioniste mondial de 1946, où les forces démoralisantes au sein du mouvement, selon les mots du Dr Weizmann, avaient recommandé les méthodes de résistance, défense, activisme, et le Dr Weizmann, qui savait ce que cela signifiait, avait été exclu pour s'y être opposé. Le Dr Weizmann avait alors qualifié la terreur en Palestine de mal ancien sous une forme nouvelle et horrible. La date du 9 avril 1948 montra ce qu'il voulait dire, et en particulier pourquoi il l'appelait le mal ancien.
Ce jour-là, les activistes, les groupes de terroristes et d'assassins du sionisme, détruisirent totalement un village arabe, accomplissant exactement et littéralement la loi énoncée dans le Deutéronome, qui, comme le lecteur s'en souvient, constitue la loi judaïque fondamentale, mais est elle-même un amendement de la loi mosaïque originelle des Israélites. Ce fut le jour le plus important de toute l'histoire du sionisme. Pour les Arabes, qui connaissaient la Torah et savaient depuis 2000 ans ce qu'il vous a fallu 2 guerres mondiales pour comprendre, cela signifiait que la loi barbare de Jude, élaborée par les Lévites entre 700 et 400 avenue JC, allait être ramenée à la vie et allait leur être imposée par la force et la violence, avec le soutien de l'Occident chrétien main dans la main avec la Russie communiste. Ils savaient que ce massacre symbolique avait pour but de montrer ce qui arriverait à tous ceux qui resteraient. Sur quoi, quasiment toute la population arabe de Palestine fuit vers les États arabes frontaliers. Le massacre de Deir Yassin fut succinctement rapporté en Occident, par exemple le magazine Time de New York écrivit. Les terroristes juifs du groupe Stern et d'Irgun Tzvaï Loumi ont fondu sur le village de Deir Yassin et massacré tout le monde. Les corps de 250 Arabes, essentiellement des femmes et de jeunes enfants, ont été retrouvés plus tard jetés au fond de puits. À la conférence de paix de Versailles, en 1919, le docteur Weizmann avait déclaré « La Bible est notre mandat » et ces paroles sonnaient bien aux oreilles des Occidentaux. Cet événement illustra ce qu'elle voulait dire, et les mêmes paroles furent répétées par les dirigeants sionistes de Palestine, 30 années après que le docteur Weizmann les eut prononcées. Le massacre de Deir Yassin était un acte des observances des anciens lois et commandements, comprenant le passage du Deutéronome s'y rapportant, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il cassera cette nation plus grande et plus puissante que toi. Mais tu les détruiras entièrement, tu ne feras aucune alliance avec elles, et tu ne leur montreras aucune pitié, et l'extrait lié, tu ne laisseras en vie rien qui respire, mais tu les détruiras entièrement. Aujourd'hui, il existe 7 nations arabes, et chacune d'entre elles a accueilli une partie des réfugiés de 1948, qui depuis 8 ans maintenant constituent une preuve vivante du destin collectif futur dont le sionisme les menace sous la loi ancestrale. La condamnation passive de cet acte par la communauté juive dans son ensemble montra plus clairement que jamais le changement que le sionisme avait provoqué dans l'esprit des Juifs en quelques années. Rédigeant son ouvrage en 1933, seulement 15 ans avant Deir Yassin, M. Bernard J. Brown décrivit le passage du Deutéronome cité plus haut comme étant la raison de la peur éprouvée par les Arabes, et il ajouta, bien sûr, les Arabes incultes ne comprennent pas que le Juif moderne n'interprète pas sa Bible littéralement, et que c'est une personne bonne et charitable qui ne serait pas aussi cruelle envers son semblable, mais ils soupçonnent que si les Juifs fondent leurs revendications envers la Palestine sur leurs droits historiques à cette terre, cela ne peut se faire qu'en se basant sur l'autorité de la Bible, et les Arabes refusent d'en rejeter le moindre passage. Les Arabes avaient raison et M. Brown avait tort, ce Juif éclairé ne pouvait concevoir, en 1933, que le sionisme signifiait un retour complet aux superstitions de l'Antiquité dans leur forme la plus barbare. Il est probable que Deir Yassin demeura un incident isolé uniquement parce que sa signification était tellement claire que les Arabes quittèrent le pays. M. Arthur Kstele est catégorique sur ce lien de cause à effet. Il se trouvait en Palestine et affirme qu'après Deir Yassin, la population des civils arabes fuit immédiatement Haïfa, Tibériade, Jaffa et toutes les autres villes, et ensuite tout le pays, de sorte que, le 14 mai, tous étaient partis à l'exception de quelques milliers d'habitants. Toutes les autorités impartiales en la matière s'accordent sur les objectifs et les conséquences de Deir Yassin, et à partir du 9 avril 1948, plus aucun doute ne subsista concernant le rôle majeur joué par la loi mosaïque ancestrale dans les actions et ambitions futures de Sion. Le massacre Deir Yassin explique la peur actuelle des États arabes survivants aussi pleinement qu'il explique la fuite des Arabes palestiniens.